Aujourd'hui, nous allons avoir un épisode un peu spécial, puisque je ne voyage nulle part. Je suis resté à Kiev et vous venez de voir un lever de soleil sur la rivière Dnepr. En effet, d'un côté, Tchernobyl est une tragédie et une catastrophe. Mais c'est aussi une attraction touristique très populaire. Probablement la plus populaire d'Ukraine. Dans l'ensemble, c'est un sujet très compliqué. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous en parler, le plus simplement possible. Et voyons ce qui en ressortira. La série que vous connaissez tous sera réduite au minimum. Cette nouvelle version se concentrera sur ce qui se passe maintenant à Tchernobyl, sur le tourisme et les radiations, l'état actuel de Pripyat, la nouvelle arche et les gens. Nous parlerons à des guides, à des trackers et des touristes. Nous ferons une visite guidée de la zone, et je vous montrerai certains clichés de Tchernobyl et Fukushima. Nous parlerons à une personne qui a été à l'intérieur du bloc détruit. Et nous verrons ce qui se trouve à l'intérieur de l'arche afin de comprendre pourquoi elle a été construite. Mais tout d'abord, remontons dans le temps. J'avais 2 ans lorsque la tragédie de Tchernobyl s'est produite. C'était une journée ensoleillée et lumineuse. Il y avait beaucoup de monde dans les rues, tout le monde était dehors avec ses enfants et se préparait pour les vacances de mai. Pourtant, 10 jours seulement après la tragédie, Lugansk, la ville dont je suis originaire, a appris l'accident. Je vis à Kiev depuis 7 ans. Ici, le sujet de la tragédie résonne beaucoup plus fort qu'à Lugansk. Ici, elle a touché de nombreuses personnes que je connais. Et certaines d'entre elles vous sont également connues. Kiev est une grande ville. Et pour moi, c'est l'une des meilleures villes de la planète. Je ne plaisante pas. Le fleuve Dniepr traverse la ville. Le monument de la mère patrie, le nouveau pont Passwalk et le club Closer nous accueillent. La ville compte 3 millions d'habitants. Pourtant, tout aurait pu être bien différent. Voici Khreshchatyk, la rue centrale de Kiev. C'est là que le 1er mai 1986, une semaine après la tragédie, s'est déroulée la parade du 1er mai. La mesure des radiations aujourd'hui est de 16 micro-R. Alors que le 1er mai 1986, elle se situait entre 500 et 1200, alors que la norme est inférieure à 30. Tout aurait pu être bien pire, mais Kiev a été sauvé par un miracle. Le miracle, c'est la direction du vent. Le vent a emporté les nuages radioactifs vers le nord, vers la Biélorussie, la Russie et plus loin vers l'Europe. En 2 jours seulement, ils ont atteint la centrale nucléaire suédoise de Forsmark, située à plus de 1000 km de Tchernobyl. À en juger par la distance qui sépare Kiev de Tchernobyl, il est clair que ce vent a été une chance inouïe. Je vais maintenant essayer de vous aider à mieux comprendre à quel point la centrale nucléaire de Tchernobyl est proche de Kiev. Nous sommes au centre de la ville, près de l'université polytechnique. Je vais remettre le compteur à 0. Et c'est parti! Il faut environ 1h30 pour atteindre la zone surveillée de 30 km. 120 km de distance et vous êtes au poste de contrôle de Diatki. Plus loin, le fil d'ampoule et la zone isolée de la centrale nucléaire de Tchernobyl. J'y suis allé 3 fois au cours de ma vie. D'abord en 2012, puis en 2014 et enfin en 2015. Cette prise de vue a été réalisée de nuit car à l'époque, je faisais partie d'un groupe de trackers. Nous avons traversé plus de 130 km en seulement 5 jours à pied, dont 42 ont été parcourus en une journée. Ce fut une traversée difficile et parfois très dangereuse. Il est difficile d'exprimer avec des mots ce que sont 5 jours dans la zone surveillée, et ce qu'est exactement la zone. Mais selon mes sens, c'est l'endroit le plus atmosphérique des 73 pays que j'ai visités. C'est la zone où l'humanité est bannie par les mains de sa propre création. En conséquence, elle expose une nature absolument florissante qui n'est pas affectée par les forces extérieures. On peut voir des animaux sauvages comme des élans dans les rues du village abandonné de Pripyat. C'est un danger intangible de radiation pour les humains désormais. Ces photos ont été prises par Denis Kondratiuk, le gars avec qui j'ai visité la zone en 2015. À l'époque, il était ingénieur en informatique, mais aujourd'hui, sa vie a changé de manière irrévocable. Il est maintenant guide anglophone, dans une entreprise qui organise des excursions légales dans la zone aliénée. Alors dites-moi, est-ce que les gens de votre entreprise savent que vous étiez un tracker? Да, це, до речі, одне з перших питань, які вони мені задали, чи був я там раніше. Я не очікував такого питання і посміхнувся якось загадково, а вони сказали, ага, ходив, значить, нелегально, ходив сталкером. І я зізнався так. Mais ce n'est pas négatif. Це плюс, вони сказали, це плюс. Être un tracker est populaire ici. Et ces 2 gars au poste de contrôle viennent de revenir de la zone. Vous venez de vous faire prendre? Нет, мы сдались. Вы сдались? Конечно. Нас бы не поймали ни в каком случае, даже с дронами и на конях. Combien de fois avez-vous été là? 3-й уже. Когда я шел по лесу, за мной следовал волк.
Ой, забежал в дом, закрылся, бахнул баллончиком в окно, он как забыл, я честно скажу, чуть не... Ce sont surtout les touristes étrangers qui visitent Tchernobyl. D'où venez-vous? Sweden. De Suède? Yeah. Le tatouage sur le bras de ce Suédois reproduit une banderole d'information placée à l'entrée de la zone. Don't play with fire. Soli, par une coïncidence tout à fait incroyable, travaille à la centrale nucléaire de Forsmark, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oh, this is my 9th time for the moment. It's a passion. I find peace in here, in this area. The radiation gives me peace. Les pensées de Saoli ne sont peut-être pas courantes, mais il a exprimé la même opinion que d'autres personnes qui ont visité cet endroit, y compris la mienne. La région de Tchernobyl est comme un aimant qui vous attire pour différentes raisons. Le nombre de personnes souhaitant visiter la région ne semble pas diminuer. Quel est l'état des flux touristiques actuels? Ну він росте. Тобто от 6 років тому офіційних туристів було, ну з інформації, яку я знаю від колег, це їх було 6-8 тисяч приблизно, 8 тисяч. Минулого року було 62 тисячі. Цього року має бути більше набагато. Pourquoi? Декілька причин. Просто тому, що сама популярність зростає кожного року динаміка. І друга причина це зараз буде рости через серіал HBO. І вже були перші люди в мене, які їхали на екскурсію чисто тому, що він, от я питаю, ви бачили серіал? Він такий, да. Подивився першу серію, зайшов на сайт, одразу забронював тур. Tchernobyl, HBO, ce sont les deux mots-clés. Vous voyez, le cinéma et la télévision ont une très forte influence sur le tourisme. La plupart d'entre nous n'en sauraient pas autant sur la Nouvelle-Zélande s'il n'y avait pas eu Le Seigneur des Anneaux. Bruges ne regorgerait pas de touristes sans le fameux film In Bruges, tandis que beaucoup n'ont commencé à considérer l'Islande comme un lieu touristique qu'après La vie secrète de Walter Mitty. Peut-être aussi après l'éruption d'un volcan au nom imprononçable, dont les animateurs de télévision du monde entier essayaient de prononcer le nom correctement. La série de HBO joue un rôle identique pour Tchernobyl. L'afflux de touristes ne peut que s'accroître. En fait, il a déjà augmenté de 30 à 40% selon Reuters. Si la majeure partie du tournage s'est déroulée en Lituanie, environ 30% des scènes ont été filmées à Kiev. En tant qu'habitant de Kiev, je vais vous montrer les parties filmées dans la capitale. La rue Bogdan Khmelnytsky est représentée comme Moscou, car elle est construite dans le style de l'ère stalinienne. La bibliothèque Lomonosov est en réalité la bibliothèque Vernadsky, qui est la plus grande bibliothèque d'Ukraine. Le QG du Parti communiste biélorusse est néanmoins un bloc d'études de l'université Shevchenko. L'hôpital de Pripyat s'avère être l'institut d'hydrobiologie de la rue Obolon. Des prises de vue intérieures ont également été réalisées à cet endroit. Les vues de l'hôtel de Pripyat ressemblent à celles de l'université polytechnique, qui ont ensuite été améliorées en post-production. Le dernier spot représente la rue Mezhigorskaya. Je ne suis pas sûr de ce bâtiment, alors n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Qu'en est-il de la série elle-même? Il s'agit d'une fiction et non d'un documentaire. Mais de nombreux moments sont tout de même capturés avec une précision quasi documentaire. En ce qui concerne les raisons de la tragédie, et j'ai vu de nombreux documentaires différents, aucun n'a réussi à exprimer l'affaire de manière aussi complète que la série de HBO. Bien sûr, il y a de la fiction, comme les mineurs nus ou les hélicoptères qui tombent dans le réacteur. Ce qui a définitivement attiré mon attention, ce sont les visages rouge sang des pompiers qui ont combattu l'incendie cette nuit-là. Car le bronzage réel dû aux radiations est plus violet que rouge. Néanmoins, je ne veux pas trop me concentrer sur certaines nuances de la série. Alors laissez-moi vous montrer à quel point ressemble l'excursion d'aujourd'hui à Tchernobyl. Une excursion d'une journée coûte environ 50 $, tandis qu'une excursion en anglais coûtera 100 $. Il existe des excursions de 2 jours et même d'une semaine. On vous donne une jauge qui mesure les radiations et vous devez la porter en permanence. Les endroits que vous voyez sur le chemin du bloc sont quelques villages abandonnés avec les maisons qui ont survécu à l'épreuve du temps. La plupart des villages ont été détruits. Un jardin d'enfants, où l'on entend pour la première fois la jauge. Une forêt rousse qui a reçu une quantité obsolète de radiation, 13 millaires, et a changé de couleur. La forêt a été abattue et enterrée sur place. Enfin, le pont que nous connaissons tous de la série, et le poste de contrôle près d'une ville abandonnée, où vivaient au moment de la tragédie plus de 5000 personnes.
Il est difficile de parler de cette ville sans émotion. Et elles m'ont rattrapé même lors de cette 4e visite. Yeah, this is the place where we're standing. This is the place around. Il est particulièrement difficile de contenir ses émotions lorsqu'on voit les photos de l'ancienne Pripyat, car il devient encore plus difficile de croire à la réalité de ce qui s'est passé. La ville de Pripyat ressemble aujourd'hui à la jungle amazonienne, avec de la verdure partout. C'est à cela que ressemble la rue centrale et elle n'est pas remplie d'arbres, uniquement parce qu'elle est en train d'être nettoyée. Pripyat n'est pas recouverte d'un silence de mort, c'est plutôt une forêt. C'est un exemple de lutte entre la nature et l'homme, où la nature s'acharne à gagner. Ça fait 4 ans que je ne suis pas venu à cet endroit, mais il est impressionnant de voir à quel point la place centrale est envahie par la végétation. C'est comme un petit parc maintenant. Les radiations ont une propriété inhabituelle. Elles arrêtent le temps et il suffit de visiter Pripyat une fois pour le comprendre et le ressentir. Des panneaux d'affichage soviétiques rouillés représentant les dirigeants et leurs partis, des distributeurs automatiques déformés et une piscine oubliée, la Zournée. Ces caractéristiques ne sont pas propres à Tchernobyl. En 2015, j'ai visité Fukushima. Vous pouvez voir en ce moment les photos de ce voyage. 230 MR, et de plus en plus. 300 MR. 300 MR dans la voiture. Je l'ai visité seulement 4 ans après l'accident. Donc, les niveaux de radiation sont beaucoup plus élevés qu'à Tchernobyl. 3000, 3700, 4000. Fukushima n'a pas vraiment souffert de maraudeurs. Ici, tout est intact depuis l'abandon. Des voitures, un garage abandonné, des bureaux et une école. Il est évident que personne n'a fait le ménage ici depuis longtemps. Beaucoup de poussière, mais comme pour le reste, c'est également comme ça qu'ils l'ont laissé. Des boutiques et des salles de jeu, puis quelque chose qui vous achève complètement. Un magasin où la plupart des produits sont encore sur les étagères. Tout est comme avant. Même les feux de signalisation fonctionnent encore. Pripyat, en revanche, n'a pas eu cette chance. À cause des maraudeurs, il ne reste plus grand-chose de la ville. Ils ont démantelé la ville en plusieurs parties, emportant tout ce qui avait de la valeur. Vêtements, appareils électroniques, même les radiateurs. Les appartements n'ont pas grand-chose, seulement de gros meubles. D'après ce que j'ai vu personnellement, un piano et une vieille caisse. Néanmoins, il y a une similitude entre les deux lieux. Des horloges qui se sont arrêtées. Fukushima à droite, Tchernobyl à gauche. Et maintenant, la question qui préoccupe beaucoup de ceux qui prévoient de visiter Pripyat. Quel est le niveau de sécurité ? Le jour de l'évacuation en 1986, le niveau de radiation était de 100 MR par heure, soit environ 100 000 microröntgen par heure. Actuellement, il est de 38 micro-R par heure, mais en moyenne, Pripyat affiche entre 60 et 120 micro-R. Si vous prenez souvent l'avion, vous devez savoir qu'à une altitude de 50 000 mètres, la mesure des rayons gamma est d'environ 250 à 270 micro-R par heure. Ce que j'ai personnellement mesuré. Dans l'ensemble, une visite à Pripyat équivaut donc à un vol de 2 heures dans un avion moyen. Il y a 2 raisons pour lesquelles Pripyat est sans danger pour les voyageurs. Tout d'abord, la ville ayant été lavée à de nombreuses reprises, le sol est généralement sans danger, à l'exception des moisissures qui absorbent les radiations. La deuxième raison est le temps. Les 2 principaux éléments qui ont pénétré la région sont le strontium et le césium, dont la désintégration a duré respectivement 28 et 30 ans. 33 ans se sont écoulés depuis la tragédie, ce qui signifie que le nombre de ces isotopes a doublé par rapport à la quantité initiale. Globalement, les radiations fonctionnent d'une manière particulière. Vous avez 80 micro-R et à 70 cm de distance, vous en avez des milliers. Les endroits très actifs sont généralement inexistants, mais il est possible d'en trouver quelques-uns. L'un d'entre eux se trouve dans la clinique numéro 126, celle-là même que nous avions vue dans la série HBO. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excursion à cet endroit, mais en 2012, j'ai participé à l'excursion à l'intérieur de la clinique. Pour tout vous dire, cet endroit vous donne des frissons, même en plein jour. L'endroit le plus effrayant de la clinique est le sous-sol, dans l'une des salles où l'on trouve encore des vêtements de pompiers. Comme vous le savez, ils mourront tous des semaines plus tard à Moscou. C'est exactement dans cette pièce. « 5000, 5700, 6000. L'endroit le plus sinistre que j'ai jamais visité. De plus, il est extrêmement dangereux en raison de la présence d'une grande quantité de poussière radioactive.
Néanmoins, on peut trouver des endroits propres dans la ville, où les relevés de R sont similaires à ceux de Kiev, même si certaines parties ne seront plus jamais sûres. Par exemple, ces robots qui ont participé aux opérations de nettoyage. Certains d'entre eux sont enfermés dans des logements en zinc, pour des raisons de sécurité. Dans le cadre de l'excursion, il y a un autre endroit intéressant à voir. Il s'agit de Tchernobyl 2, autrement appelé Douga, un radar de radiolocalisation. Il servait à déterminer le lancement des fusées balistiques intercontinentales. Dans les années 80, il faisait partie d'une base militaire ultra secrète, surnommée Pic Russe en Occident, en raison du son qu'elle émettait pendant son fonctionnement. D'une hauteur de 500 mètres et d'une longueur de 150, cette construction absolument monumentale est visible de n'importe quel point de la région. L'antenne est constituée d'un grand nombre de résonateurs qui, à leur tour, produisent un bruit similaire à celui d'un train lorsque le vent traverse. 3 de ces antennes ont été construites en URSS, et seule celle-ci existe encore. Pripyat, une ville qui ne devait vivre que 16 ans, a donné vie à une autre ville, Slavutych, la plus jeune ville d'Ukraine. Slavutych est située à 50 km de la zone. Sa construction a commencé en décembre 1986 pour les employés de la centrale nucléaire. Elle n'est pas très grande, avec une population actuelle d'environ 25 000 habitants. Les agences de voyage ne vous y emmènent pas, mais cela n'enlève rien à sa valeur. Slavutych a été construite par des architectes de 8 républiques différentes de l'URSS. Et c'est ainsi que la ville s'est retrouvée avec 13 quartiers captivants. Chacun a son architecture unique et un caractère national difficile à manquer. Il y a un boulevard de Moscou, un boulevard de Kiev, des blocs sur le boulevard de Revan avec un carrelage particulier, un boulevard de Tbilissi et un boulevard de Bakou à côté. Il existe également un quartier balte qui regorge de petites villas confortables. Il s'agit de la partie Riga et de la partie de Vilnius de la ville. Et donc, si vous visitez un jour Kiev et Tchernobyl, n'hésitez pas à vous rendre dans cette ville qui est très intéressante. Pour le moment, Slavutych n'est pas vraiment touristique, mais ne vous inquiétez pas, des étrangers y vivent. Je parle avec des employés de la société Novarco, responsable de la nouvelle construction de la centrale nucléaire. Une arche monumentale. Aujourd'hui, toutes les excursions se terminent probablement ici, à 300 mètres de l'arche, c'est-à-dire d'un nouveau confinement sûr qui recouvre l'unité de production d'électricité. En fait, le bloc 4 ressemble à une matrioshka. Un réacteur détruit, recouvert d'un sarcophage, qui est ensuite recouvert par le nouveau confinement. L'idée de construire l'arche n'est pas nouvelle, et les pourparlers en vue de sa construction ont commencé juste après le sarcophage initial. Мы сейчас стоим на той точке зрения, что нужно над существующим зданием относительно просто в нормальной дозовой обстановке возвести еще одно полностью герметическое здание, укрытие 2 его можно было бы назвать, которое не исключало бы для наших потомков возможность разобрать это, войти в него, разобрать и так далее. Les résultats de l'arche sont déjà visibles. Voici la mesure. Je l'ai prise en 2014 et elle est maintenant beaucoup plus basse. L'intérieur de l'arche sera montré plus tard. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur du sarcophage? Nous pouvons répondre à cette question car à l'intérieur du sarcophage mortel, il y avait des gens. Le nom de la personne sur la photo est Konstantin Checherov, un homme qui s'est souvent trouvé au-dessus du réacteur, en dessous et même à l'intérieur. Selon des documents, il est l'être humain le plus irradié au monde. Il a reçu entre 2,5 et 4 doses mortelles de radiation, soit environ 1500 R à 2000 R. Malgré tout, il a longtemps vécu et travaillé ici. Malheureusement, il est décédé en 2012. J'ai tout de même réussi à rencontrer quelqu'un d'autre, qui a également pénétré dans le sarcophage. Il s'agit d'Alexander Koupny, une personne qui a pénétré à de nombreuses reprises dans la centrale nucléaire entre 1988 et 2010, et qui sait exactement ce qu'il s'y passe en ce moment. Разруха. Оборудование покореженное, разрушенное, строительные конструкции
И все это сверху, как вишенка на торте, припорошено радиацией везде и всюду. Ну и топливо местами валяется. Ну, натурально валяется, по-другому я не могу сказать. Ces clichés uniques ont été pris par Sergueï Kochlev. Voici ce qui se trouve à l'intérieur du sarcophage du bloc 4 détruit de la centrale nucléaire. Ce que vous voyez maintenant, c'est du combustible, des cassettes contenant de l'uranium, qui se trouvaient à l'intérieur du réacteur exposé. Les points blancs que vous voyez sur le film ne sont pas une caractéristique de la bande, ce sont des radiations. Et Alexander, qui a passé beaucoup de temps à l'intérieur, raconte des histoires incroyables. Радиация невидима, да? Но ее можно увидеть ее последствия можно увидеть на фото-видео. Ее можно на вкус. Стронций металлический привкус дает. Вот. А плутоний, как, опять же, ну, это со слов тех, кто работал в Челябинске, и как раз таки, где наработка плутония идет. Это у нас в смене был Женя Белов, как раз таки оттуда, но он сейчас уже несколько лет назад умер, рак. Вот. Но он делился с впечатлением, говорит: мужики, плутоний сладкий. Ну, не верите человеку, который там работал с этим плутонием. То есть можно на вкус. И можно по обонянию, на запах. Когда поля, это мне уже Чечеров опять же рассказал, когда я ему сказал, ну, спросил, говорю: слушай, ну озоном пахнет реально. Говорю: ну какие это поля уже примерно? Он говорит: а мы по озону определяли примерно, ну, уровень. Как только пахло озоном, значит нужно вообще текать отсюда. Это значит поля в районе 1000 рентген в час. То есть, ну, Воздух ионизируется. полчаса и... Donc une demi-heure et... Alors en une demi-heure, vous obtenez un apport mortel. C'est ainsi qu'à l'odeur, les liquidateurs mesuraient les radiations. Alex est photographe et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de vous montrer ces clichés uniques. Le mur vert à gauche est la couverture du réacteur, pesant 2000 tonnes, surnommée Elena, arrachée par l'explosion et mise de côté. Alex a également photographié des salles souterraines. Ces stalactites sont du combustible nucléaire gelé, qui a fui par les conduits de vapeur et qui a gelé sous le réacteur. Vous voyez maintenant la goutte de combustible la plus célèbre, le pied d'éléphant. Elle a émis 14 000 aires par heure en 1986. Она напоминает ступню слоновой ноги. D'accord, je vois. Да, да. То есть, когда ее только обнаружили, они сказали: мы там нашли такую красивую штуку. То есть, ты говоришь юмор, да? Люди во всем старались увидеть что-то, ну, оно поддерживает. Может, поэтому в объекте укрытия есть Досифеевская лестница, есть собачья будка, есть балка-осьминог, балка-мамонт, есть Мышкин домик. Ce sont des noms? Да, это название строительных объектов, конструкций на самом объекте. То есть народ придумывал, ну и как-то оживлял это все. Вот. Alexander Kupny a pris des photos des piles de combustible sous ce réacteur. Aujourd'hui, vous voyez le même réservoir où l'eau a dû être libérée par les plongeurs de Tchernobyl. Des morceaux de combustible se sont retrouvés ici, à l'époque où les réservoirs étaient encore pleins d'eau. Heureusement, il n'y a pas eu l'explosion que Valéry Legasov craignait tant, et ce combustible fondu a simplement gelé. Malgré tout, la situation reste dangereuse. Это будет очень долго опасно. И причем будет опасно не по гамма или бета, а основную эту опасность представляют трансурановые элементы, продукты деления топлива, плутоний, америций, а это альфа-носители. Альфа-излучение, сейчас его просто невозможно там померить, оно все забивается бета и гамма. Вот. Альфа-излучение, оно самое опасное, при особенно поступлении вовнутрь, оно самое опасное, потому что частицы? Да, оно плохо выводится и всю свою энергию отдает тебе. Combien de temps dure la désintégration? Сотни тысяч лет. Pendant des centaines d'années, des particules dangereuses resteront à l'intérieur de ce bloc. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, nous les sortons. Il m'a fallu 6 mois pour obtenir l'autorisation d'entrer dans l'arche. C'est donc assez exclusif. Ce bloc va bientôt commencer à fonctionner et il sera impossible d'y entrer. C'est le seul endroit où l'on peut voir l'ancien sarcophage. Et le voici, à quelques dizaines de mètres de moi. Parlons maintenant de l'arche. C'est actuellement la plus grande structure mobile terrestre, avec une hauteur de 110 mètres, une largeur de 250 mètres et un poids total de 36 000 tonnes. Цель объекта укрытия – это физическая защита, в первую очередь, пыли, которая будет образовываться в процессе демонтажных работ.
И вторая основная задача – это демонтаж нестабильных конструкций объекта укрытия и последующее извлечение топливосодержащих масс, которые остались на объекте укрытия. À cette fin, l'arche est équipée de machines et de grues pouvant soulever 50 tonnes, tandis que pour travailler avec des structures sales, des salles séparées ont été installées. Il est encore difficile de prévoir quand ces travaux commenceront. L'objectif principal de toute cette construction supplémentaire est bien sûr de se débarrasser de tous les détritus qui se trouvent actuellement dans le bloc 4. Mais personne ne sait comment et quand cela se fera, car il n'existe actuellement aucune technique permettant de le faire. C'est pourquoi l'arche est en fait une assurance qui fonctionnera pendant les 100 prochaines années. Elle sécurise l'ancienne structure et le sarcophage, qui ont atteint la fin de leur espérance de vie. Dans ce laps de temps, c'est nous, ou peut-être nos enfants, qui devront sortir les piles à combustible des ruines de la centrale nucléaire. Hypnotized